Je suis rentré 5 jours avant. 5 jours seulement. Et quand j'ai poussé le portail de fer de ma propriété, ce portail que je graisse moi-même chaque printemps depuis 40 ans, ce portail que je ferme toujours à clé, même quand je vais juste chercher du pain au village, il était grand ouvert, pas entrouvert, grand ouvert, fixé avec une corde orange, comme on arrimerait une bête. Avant de vous raconter ce que j'ai trouvé à l'intérieur, inscrivez-vous sur la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où est-ce que vous regardez en ce moment. Et dites-moi aussi, vous auriez fait quoi, vous, à ma place? Je vais vous raconter comment on en est arrivé là. Tout a commencé 89 jours plus tôt, un mardi matin de février. Je m'en souviens parce que c'était le jour où je devais rentrer de Périgueux avec une commande de bois, de l'épicéa de Roumanie, du beau, du sec, destiné à une table d'harmonie pour un violoncelle que j'avais promis de finir avant Pâques. Je me suis levé, j'ai bu mon café, j'ai enfilé ma veste en laine, et puis... plus rien pendant un moment. Quand j'ai repris connaissance, j'étais par terre, dans la cuisine, avec le visage contre le carrelage froid. C'était mon cœur. Pas une crise foudroyante, mais ce que les médecins appellent un événement cardiaque significatif. Un avertissement sérieux, m'a dit le cardiologue à Bordeaux, où on m'a transféré. Un homme sec avec des lunettes rondes, qui parlait en regardant son écran, plutôt qu'en me regardant moi. « Vous avez de la famille ?» m'a-t-il demandé. « Un fils. Il faut le prévenir. » J'ai hésité. Pas parce que je n'aime pas Gaspard. Je l'aime, évidemment. Mais prévenir Gaspard, c'est comme ouvrir une boîte dont on ne sait pas très bien comment la refermer. Mon fils est consultant en logistique. Il passe ses journées à optimiser des flux, à résoudre des problèmes d'efficacité. Et depuis quelques années, il m'a ajouté à la liste de ses problèmes à résoudre. L'infirmière a appelé Gaspard à ma place, pendant que j'avais encore des électrodes collées sur la poitrine. Il est arrivé le lendemain. Il était bien habillé comme toujours. Une veste grise, une montre que je ne lui connaissais pas. Il a serré ma main, m'a regardé avec cet air que j'ai appris à reconnaître au fil des années, l'air de quelqu'un qui calcule déjà la solution avant même d'avoir entendu le problème. « Papa, on va s'occuper de toi. » Cette phrase. « On va s'occuper de toi. » Elle sonnait comme une promesse. Moi, j'aurais dû entendre ce qu'elle était vraiment. Un début de procédure. Je suis Bastien Tailleur. J'ai 77 ans. Je suis luthier. Enfin, je l'étais professionnellement jusqu'à mes 65 ans. Et je le suis encore dans l'âme et dans les mains, même si les mains ont ralenti. Pendant 42 ans, j'ai fabriqué et restauré des instruments à cordes dans mon atelier de Dordogne. Des violons, des altos, des violoncelles, une contrebasse mémorable pour un orchestre de Toulouse. Mon travail, c'était écouter le bois, sentir où il voulait aller, comprendre sa résistance et sa flexibilité avant d'y poser un outil. Ma femme Hélène est partie il y a 11 ans. Cancer du pancréas, rapide et implacable. Nous avons eu 39 ans ensemble dans cette maison de Dordogne. Une bâtisse en pierre du XVIIe siècle avec des volets vert foncé, un jardin en terrasse et au fond, mon atelier. Après elle, la maison aurait pu devenir un tombeau. Elle est devenue autre chose, le seul endroit où j'entendais encore sa voix dans le silence. Gaspard est né dans cette maison. Il a grandi entre les copeaux de bois et les odeurs de vernis. Il jouait du violon enfant, avec talent même, mais à 18 ans, il a rangé l'instrument et n'y a plus jamais touché. Il a fait une école de commerce à Lyon, s'est marié avec Nathalie, une femme compétente et froide comme un couloir d'aéroport, et ils ont eu 2 enfants. L'aîné, Théodore, 24 ans, vit à Montréal et envoie des messages à Noël. Et puis il y a Solène, 21 ans, ma petite fille. Solène, c'est différent. Elle passe ses étés avec moi depuis qu'elle est toute petite. Elle s'assoit sur le tabouret dans l'atelier et regarde mes mains travailler pendant des heures sans dire un mot. Pas par ennui, par fascination. À 14 ans, elle m'a demandé si elle pouvait apprendre à tendre un archet.
À 16, elle a commencé à jouer du violoncelle à l'école de musique du village voisin. Son père voit ça comme un loisir. Moi, je sais que c'est ce qui la tient debout. Donc, la clinique de réadaptation à Bordeaux. On m'y a transféré 3 semaines après l'hôpital. Programme de rééducation cardiaque, kinésithérapie, suivi diététique. Tout ça dans un bâtiment moderne, avec des couloirs qui sentent le propre et du personnel aimable qui vous appelle Monsieur Bastien, avec ce sourire professionnel qui signifie « Nous sommes ici pour vous, mais pas trop longtemps ». Gaspard avait organisé tout ça, rapidement, efficacement. Il avait aussi récupéré les clés de la maison pour surveiller pendant mon absence. Je n'aurais pas dû lui donner ces clés. Le séjour prévu était de 12 semaines. 2 mois et demi à faire des exercices de respiration, à marcher sur des tapis roulants à vitesse réduite, à manger des repas sans sel. À la fin de la 8e semaine, le médecin responsable m'a convoqué. « Vos résultats sont très satisfaisants, monsieur Tailleur. Vous avez récupéré au-delà de nos attentes. Si vous continuez à ce rythme, nous pourrions envisager une sortie anticipée. » Quand ? Dans 2 semaines, peut-être 3. J'ai dit 2 semaines. Je n'ai pas appelé Gaspard pour le lui annoncer. Pas par malveillance, honnêtement. Et je le dis comme c'est, même si ça ne me flatte pas. Je voulais rentrer chez moi sans que ça devienne un événement, sans qu'il organise quelque chose, sans qu'il soit là avec sa veste grise et son air de gestionnaire de crise à me tenir par le coude comme si j'allais tomber à chaque pas. J'ai appelé la seule personne en qui j'avais confiance. Solène, je rentre dans 5 jours. Un silence. Puis, grand-père, il faut que tu saches quelque chose. Sa voix. Quelque chose dans sa voix ce jour-là. Une hésitation, une légère cassure aurait dû m'alerter davantage. Mais elle n'a pas continué. Elle a dit « Non, rien, je suis contente que tu rentres » et elle a raccroché. J'aurais dû insister. Le voyage de Bordeaux jusqu'en Dordogne, c'est environ 2 heures en voiture. J'avais demandé à René, un voisin, 65 ans, ancien éleveur de canards, l'homme le plus silencieux que je connaisse et donc l'un des meilleurs, de venir me chercher. On a traversé les petites routes de campagne dans son vieux Peugeot blanc avec la radio éteinte et les fenêtres entr'ouvertes. L'air de mars, encore piquant, sentait la terre mouillée et quelque chose de végétal et d'ancien que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Je regardais les vignes nues, les chênes qui commençaient tout juste à se couvrir. Je pensais au violoncelle inachevé sur l'établi. Je pensais au café que j'allais me faire en arrivant, avec le vrai café que j'avais laissé dans le placard, au-dessus de l'évier. Je pensais que dans quelques minutes, je pourrais m'asseoir dans mon fauteuil dans ma maison et respirer enfin. C'est là que j'ai vu le portail. René a ralenti sans que je lui dise rien. Il l'a vu aussi. « C'est qui tous ces gens ?» a-t-il murmuré. Parce qu'il y avait des voitures partout, garées le long du chemin sur 200 mètres, sur le bas-côté, certaines à moitié sur le champ d'à côté. Des voitures de marques variées, certaines immatriculées dans des départements lointains. Paris, Lyon, Lille. J'ai compté ensuite. Il y avait 43 voitures. J'ai dit à René de me déposer et de repartir. Il a voulu protester. Je lui ai posé la main sur l'épaule et il a compris. René comprend toujours quand on ne veut pas qu'on vous accompagne. Je suis entré par le portail ouvert avec ma valise à roulettes, qui accrochait dans les graviers du chemin, comme elle a toujours fait depuis que je l'ai achetée il y a 12 ans à la foire de Brive. J'ai traversé la haie de lauriers, et je me suis arrêté. Il y avait des gens dans mon jardin, pas 2 ou 3, pas une petite réunion de famille, des dizaines de personnes. Un traiteur avait installé des tables longues recouvertes de nappes blanches sur la pelouse, ma pelouse, celle que je tonds moi-même, ou que je tondais moi-même. Il y avait un buffet, des plateaux de fromage, des terrines, des bouteilles de vin alignées. Des gens en tenue de fête se servaient, riaient, prenaient des photos avec leur téléphone. La porte principale de la maison était grande ouverte. J'ai reconnu quelques visages. La cousine de Nathalie, la femme de Gaspard, une femme que j'avais vue 3 fois dans ma vie.
le fils d'un ancien collègue de Gaspard, avec sa compagne que je ne connaissais pas. Ma belle-sœur Marguerite, que je n'avais pas vue depuis l'enterrement d'Hélène. Des gens qui avaient fait des centaines de kilomètres. Pourquoi? J'ai pris ma valise et je suis entré dans ma maison. Le salon, mon salon, avec le piano droit d'Hélène contre le mur du fond, les étagères de livres, le fauteuil près de la cheminée où j'ai l'habitude de lire le soir. Tout était là, mais tout était différent. Il y avait des gens assis sur mes chaises, debout près de mes étagères, tenant des verres de vin. Quelqu'un avait accroché des guirlandes lumineuses aux poutres du plafond. Des guirlandes lumineuses dans mon salon. Personne ne m'a vu entrer dans un premier temps. Ou peut-être que certains m'ont vu et n'ont pas réalisé qui j'étais, l'homme à la valise, en veste de laine, qui traverse le salon avec la lenteur de quelqu'un qui regarde où il met les pieds. J'ai traversé la pièce, j'ai traversé le couloir, j'ai ouvert la porte de l'atelier. Et là, j'ai failli m'arrêter de respirer. Mon atelier, 40 ans d'outils soigneusement rangés, étiquetés, à leur place exacte. Mes gouges, mes rabots, mes couteaux à sculpter, les formes en bois sur lesquelles je galbe les tables d'harmonie. L'odeur spécifique et irremplaçable du vernis à l'huile et de la colophane. Mon espace de travail, mon espace de pensée, le seul endroit au monde où le temps s'arrête pour moi. Le buffet avait débordé jusqu'ici. Sur mon établi principal, la surface de travail que j'ai construite moi-même avec du chêne massif il y a 30 ans, on avait posé des plateaux de petits fours. Des verres à pied se trouvaient entre mes outils. Un homme que je ne reconnaissais pas tenait un verre de Bordeaux rouge d'une main et de l'autre. Il manipulait distraitement une de mes jauges d'épaisseur. Un instrument de précision que j'utilise pour mesurer l'épaisseur d'une table d'harmonie au 10e de millimètre. Il la faisait tourner dans ses doigts comme un stylo. Dans le coin, sur le chevalet où était posé le violoncelle inachevé, celui que je devais terminer pour Pâques, celui que j'avais en tête pendant mes semaines de rééducation, 2 femmes prenaient un selfie. L'une d'elles avait posé sa main sur la caisse résonnante de l'instrument pour s'y appuyer. Je suis resté dans l'embrasure de la porte sans rien dire. Personne ne me regardait encore. Ou personne ne me reconnaissait. Peut-être les deux. C'est là que j'ai entendu la voix de Gaspard depuis le jardin. Ce ton particulier qu'il a quand il est en représentation. Plus fort que d'habitude, plus articulé, celui d'un homme qui sait qu'on l'écoute et qui le veut. Il a construit quelque chose d'extraordinaire ici. Ce n'est pas juste une maison, c'est un héritage. Et nous sommes là aujourd'hui pour... Je n'ai pas entendu la suite. Je suis ressorti de l'atelier, j'ai repris ma valise et j'ai marché vers le jardin. Ce que j'ai vu ensuite, je vais mettre du temps à vous le décrire correctement, parce que certaines images, quand elles entrent dans la mémoire d'un homme de 77 ans, ne ressortent plus de la même manière qu'elles sont entrées. Elles se déposent quelque part de profond et elles changent de forme avec le temps, comme le bois qui travaille sous l'effet de l'humidité. Il y avait environ 80 personnes dans ce jardin. Gaspard se tenait debout sur les 2 marches en pierre de la terrasse, ce qui lui donnait une légère élévation par rapport à l'assistance. Il tenait un verre de vin. À sa gauche se trouvait Nathalie, avec une robe que je ne lui avais pas vue, et à sa droite, Solène, ma petite fille. Elle se tenait droite, les bras le long du corps, les mains légèrement serrées. Elle fixait un point par terre devant elle. Elle ne regardait pas son père. Elle ne regardait pas les invités. Elle avait les yeux rouges. Elle avait pleuré. Ou elle retenait ses larmes. Je connais Solène depuis qu'elle est née, et je connais cette façon qu'elle a de fixer le sol quand elle ne veut pas qu'on voie son visage. C'est elle qui m'a vu en premier. Son regard est remonté du sol, et il a trouvé le mien par-dessus la tête des convives, à travers la foule de gens qui tenaient leur verre et écoutaient son père parler du formidable parcours de Bastien Tailleur, de la transmission des valeurs, du moment de rassemblement nécessaire. Solène, ses yeux. Elle a légèrement secoué la tête, pas pour me dire de partir, pour s'excuser.
C'est à ce moment-là que Gaspard m'a vu aussi. Le discours s'est arrêté à mi-phrase, une rupture dans le flot de sa voix, imperceptible pour ceux qui ne le connaissaient pas, évidente pour moi qui l'ai entendu parler toute sa vie. Ses yeux ont fait le même trajet que ceux de Solène, mais eux, au lieu de la honte, ils ont affiché quelque chose d'autre, quelque chose de plus complexe, que j'ai mis quelques secondes à identifier. De la surprise. Oui, mais surtout, de la contrariété. Comme si mon arrivée était un bug dans un programme. Un événement non prévu dans le planning. Un problème logistique imprévu. « Papa », a-t-il dit. Et je vous jure que dans sa voix, il y avait autant de questions que de reproches. Quelques têtes s'étaient retournées, puis d'autres. Un murmure a commencé à circuler dans l'assistance, ce genre de murmure qui se propage dans une foule quand quelque chose d'inattendu se produit, mi-curiosité, mi-gêne. J'ai posé ma valise sur le gravier. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé les bras. Je me suis simplement tenu là, dans mon jardin, devant ma maison, avec mes 77 ans et mes mains qui étaient encore un peu faibles depuis l'opération, et j'ai regardé mon fils sur ces 2 marches en pierre. Et j'ai dit, assez fort pour que ceux qui étaient proches entendent, « Gaspard, qu'est-ce qui se passe ici ?» Lui a descendu les 2 marches. Il s'est approché de moi avec ce pas décidé qu'il a quand il gère une situation. Les épaules légèrement en avant, le menton levé. Il a baissé la voix en arrivant près de moi, comme si la conversation qui suivait n'était pas destinée au public, mais ses yeux continuaient à surveiller l'assistance par-dessus mon épaule. « Papa, tu n'étais pas censé rentrer avant. »« Avant quand ?»« Avant vendredi. Le médecin avait dit vendredi. Le médecin a dit fin de semaine. J'ai choisi aujourd'hui. » Un silence. « On t'a préparé quelque chose. Un rassemblement. Pour fêter... » « Pour fêter quoi ?» Il a hésité. Une fraction de seconde, mais j'ai vu l'hésitation. « Ta guérison. Ton retour. » Je l'ai regardé. Vraiment regardé comme on regarde un morceau de bois qu'on évalue avant de le travailler. Pour y trouver les veines, les défauts cachés. Les endroits où il risque de se fendre si on force trop. Il y a combien de personnes ici ? Une trentaine de familles et quelques amis. Il y a 43 voitures dans le chemin, Gaspard. Il n'a pas répondu. Je suis passé à côté de lui et je suis rentré dans ma maison. Dans le couloir, j'ai croisé la cousine de Nathalie. Véronique, je crois. Elle m'a regardé avec des yeux écarquillés, puis elle a souri d'un sourire trop large, trop rapide. « Bastien, quelle surprise, vous avez l'air en forme. » Je lui ai dit bonjour poliment et j'ai continué vers la cuisine. Dans ma cuisine, il y avait des caisses de vin vides empilées près de la porte de service. Mon plan de travail était couvert de bouteilles ouvertes et de verres sales. Quelqu'un avait utilisé ma grande casserole en cuivre, celle que j'ai depuis 30 ans, celle dans laquelle Hélène faisait la confiture de prunes, pour faire réchauffer quelque chose. Elle était posée sur la gazinière, grasse et mal lavée. Je me suis assis sur le banc en bois près de la fenêtre. La fenêtre donne sur le jardin. De là, je pouvais voir la foule, le buffet sur les tables blanches, les gens qui reprenaient peu à peu leur conversation après l'interruption de mon arrivée. Gaspard était retourné sur la terrasse. Je l'entendais parler à voix basse avec Nathalie. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient légèrement. Pas d'émotion, mais de fatigue. 2 heures de route après 2 mois et demi de rééducation, c'était déjà plus que ce que le médecin m'aurait conseillé pour une première journée. J'ai pensé à mon café dans le placard, au-dessus de l'évier. Je me suis levé, j'ai ouvert le placard. Le café n'y était plus. À la place, il y avait des verres à shot que je ne reconnaissais pas et 3 bouteilles de champagne. Je suis resté debout devant ce placard ouvert pendant un long moment. C'est à cet instant précis, pas quand j'ai vu le portail ouvert, pas quand j'ai vu mon établi recouvert de petits fours, pas quand j'ai vu les guirlandes lumineuses dans mon salon. C'est à cet instant, devant ce placard vide de mon café, que j'ai compris que ce qui se passait ici n'était pas une fête. C'était un inventaire,
Ils étaient devenus faire l'inventaire de ma vie. Solène est entrée dans la cuisine 10 minutes plus tard. Elle a refermé la porte derrière elle, pas claqué, doucement, avec cette précaution qu'elle a toujours eue pour les gestes brusques, comme si elle avait appris très tôt que le monde se brise plus facilement qu'on ne le croit. Elle s'est appuyée contre le bois de la porte et elle m'a regardé assis sur mon banc devant la fenêtre. « Grand-père, assieds-toi. » Elle a pris la chaise en face de moi. Elle avait changé depuis l'été dernier, un peu plus fine au visage, les cheveux plus courts, noués derrière la nuque. Elle portait une robe que je ne lui connaissais pas, sobre, bleu foncé. Une robe d'occasion. Une robe qu'on met quand on vous dit que c'est important de faire bonne figure. « Depuis quand tu savais ?» lui ai-je demandé. Elle n'a pas fait semblant de ne pas comprendre. C'est une des choses que j'aime chez elle. 3 semaines, 3 semaines. Pendant 3 semaines, Solène avait su ce que son père préparait. Pendant 3 semaines, elle m'avait envoyé des messages, des petits messages courts, des nouvelles du jardin, une photo de la glycine qui commençait à fleurir sur le mur de la grange, sans me dire un mot. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé ?» Il m'a fait promettre. Il t'a fait promettre. Il a dit que c'était pour te protéger, que si tu savais, tu ferais une rechute, que le stress... Solène, elle s'est arrêtée. Le stress, c'est de rentrer chez soi et de trouver 80 étrangers qui mangent ton fromage. Elle a baissé les yeux. Ses mains étaient posées à plat sur la table, les mains d'une jeune femme qui joue du violoncelle, avec des callosités naissantes au bout des doigts de la main gauche. Des mains que je reconnais. « Il y a autre chose », ai-je dit. Pas une question, une constatation. Elle a relevé la tête. Ses yeux étaient secs maintenant. Mais cette rigidité dans ses épaules, cette façon qu'elle avait de tenir son corps comme une armure, me disait que la conversation n'était pas finie. Papa a signé quelque chose. J'ai attendu. Un compromis de vente, pour la maison, le jardin, derrière la fenêtre, les tables blanches, les gens qui riaient avec leurs verres. Quand? Il y a 19 jours, avec un acheteur de Bordeaux, un promoteur immobilier. 19 jours. J'étais encore en clinique il y a 19 jours. Je marchais sur des tapis roulants et je faisais des exercices de respiration et je pensais à mon violoncelle inachevé. Et pendant ce temps, à 200 kilomètres de là, mon fils signait un papier pour vendre ma maison. Il a les clés, ai-je dit lentement. Je lui ai donné les clés. Il a dit que tu lui avais donné procuration pour gérer les affaires courantes pendant ton absence. La procuration que j'ai signée était pour payer les factures et gérer le compte courant si nécessaire. Je sais. Pas pour vendre la propriété. Je sais, grand-père. On s'est regardé un moment sans parler. Dehors, le bruit de la fête continuait, le tintement des verres, les éclats de rire, la voix de Gaspard qui avait repris son discours, plus loin sur la terrasse. C'est pour ça que tout le monde est là, ai-je dit, pas pour fêter mon retour. Solène a secoué la tête très légèrement. Il voulait que les gens voient la maison. Avant la signature définitive. Il a dit que c'était un rassemblement de famille, mais c'est une visite. Une visite déguisée. J'ai regardé à nouveau par la fenêtre. Et maintenant, avec ce que Solène venait de me dire, j'ai regardé la scène différemment. Ces gens qui se promenaient dans le jardin, ils ne se promenaient pas. Ils regardaient, ils évaluaient. La cousine de Nathalie qui avait inspecté les murs du salon. Les 2 hommes près de la grange qui prenaient des photos avec leur téléphone. L'homme en veste de lin qui avait mesuré à grands pas la largeur de la terrasse. Des acheteurs potentiels, des amis de l'acheteur, ou simplement des gens que Gaspard avait invités pour donner à l'événement un air de célébration familiale. Il y a un acheteur parmi eux. Je ne sais pas. Peut-être. Et le prix? Il t'a dit un prix? Elle a hésité une seconde. 700 000 euros. 700 000 euros. 40 ans de ma vie. 40 ans de travail, d'entretien,
de réparations faites moi-même pour ne pas avoir à appeler des artisans, de rosiers taillés, de toitures vérifiées chaque automne, de joints refaits, de planchers poncés. L'atelier que j'avais construit en partie de mes mains. Le verger que mon père avait planté avant moi. La tombe d'Hélène dans le cimetière du village, à 3 minutes à pied du portail. 700 000 €. La valeur marchande est plus proche d'1,2 million, ai-je dit. Solène n'a pas répondu. Elle savait. Il vend en dessous du marché. Vite et en dessous du marché. J'ai réfléchi quelques secondes. Il a besoin d'argent. Ce n'était pas une question, mais Solène a répondu quand même, à voix très basse. Il a des problèmes avec son associé. Je ne sais pas exactement, mais j'ai entendu une conversation avec maman. Il y a des dettes. Des dettes. Mon fils, le consultant en logistique, avec sa veste grise et sa montre que je ne lui connaissais pas, avait des dettes. Et la solution qu'il avait trouvée, c'était de liquider ma maison pendant que j'étais hospitalisé, avec une procuration qui ne l'y autorisait pas, à un prix sacrifié, en organisant une réception festive pour habiller le tout en geste d'amour filial. Je me suis levé du banc. « Grand-père, qu'est-ce que tu vas faire ? » « Je vais aller parler à ton père. » « Pas maintenant, pas devant tout le monde. Il va... » Je sais comment parler à mon fils. Je suis sorti de la cuisine, le couloir, le salon toujours plein de gens. J'ai traversé sans m'arrêter, en ignorant les regards et les sourires surpris. Quelqu'un a dit mon prénom, Bastien. Avec cette chaleur exagérée qu'on réserve aux personnes âgées qu'on n'a pas vues depuis longtemps et qu'on est un peu soulagé de trouver encore en vie. Je n'ai pas répondu. La terrasse. Gaspard était là, avec un petit groupe, 4 personnes, dont Nathalie et un homme en costume sombre que je ne connaissais pas. La cinquantaine, cheveux poivre et sel, une façon de se tenir qui disait l'habitude des transactions. Il tenait un verre mais regardait autour de lui avec des yeux professionnels. Gaspard m'a vu arriver. Son sourire a fait quelque chose de compliqué. « Papa, tu devrais te reposer, tu viens de faire la route. Qui est-ce qu'est d'homme ?» L'homme en costume sombre s'est tourné vers moi. Il a tendu la main avec le sourire automatique de quelqu'un qui tend la main plusieurs fois par jour. « Michel Armand. Enchanté, monsieur Tailleur. J'ai beaucoup entendu parler de vous et de votre... Vous êtes l'acheteur. » Le sourire s'est maintenu, mais quelque chose derrière les yeux s'est figé. « Je suis intéressé par la propriété, en effet. Votre fils m'a... » « Mon fils n'a pas le droit de vendre cette propriété. » Silence sur la terrasse. Nathalie a posé sa main sur le bras de Gaspard, un geste réflexe, celui de quelqu'un qui prévoit un orage. Gaspard a baissé la voix. « Papa, ce n'est pas le moment. On va parler de ça plus tard, en privé. Là, tu es fatigué, tu viens d'arriver. » « Je ne suis pas fatigué, Gaspard. Je suis en colère. C'est différent. » Il a soufflé. Ce souffle particulier qu'il a quand il estime qu'on lui complique la vie inutilement. « Tu ne peux plus vivre ici seul, papa. C'est la réalité. Le cardiologue l'a dit, les infirmières l'ont dit, personne ne l'a dit. Papa, montre-moi le document où un médecin a écrit que je ne peux plus vivre seul dans ma maison. » Il n'a pas répondu. « Montre-moi la procuration que j'ai signée avec le droit de vente inclus. » Toujours pas de réponse. « Montre-moi quoi que ce soit qui te donne le droit de vendre la maison de ta mère. » Cette dernière phrase, je ne l'avais pas prévue. Elle est sortie comme ça, et elle a eu l'effet d'une pierre jetée dans une surface d'eau calme. Les cercles se sont propagés silencieusement. Gaspard a blêmi légèrement. « C'est ma maison aussi, » a-t-il dit enfin. « Juridiquement, dans le cadre de la succession. Ta mère est morte il y a 11 ans. Il n'y a pas eu de succession parce que je suis toujours vivant. La maison est à mon nom. Entièrement, exclusivement, légalement à mon nom. » Michel Armand avait reculé d'un demi-pas. Nathalie regardait le jardin. « Je te suggère, ai-je dit à l'acheteur, de vérifier avec votre notaire si le compromis que vous avez signé est valide. Parce que la personne qui a signé en face de vous n'avait pas les droits nécessaires pour le faire. » J'ai tourné les talons.
Je suis rentré dans la maison sans regarder derrière moi. Je suis allé directement dans l'atelier. J'ai fermé la porte. Je me suis assis sur mon tabouret de travail, celui que j'ai fabriqué moi-même il y a 20 ans, avec des chutes de noyer, haut et solide, avec un léger dossier. J'ai posé mes mains sur mes genoux. Mes mains tremblaient. Pas de peur. Pas vraiment de colère non plus, même si la colère était là, quelque part, sous quelque chose de plus lourd. C'était l'effort. Le corps qui dit « Tu en as fait assez pour aujourd'hui ». J'ai respiré. L'atelier sentait le même, au moins. Le bois, le vernis, la colophane. Quelqu'un avait déplacé des choses, des outils mal remis en place, des tiroirs pas tout à fait fermés. Mais l'odeur, elle, était intacte. Les odeurs résistent à tout. C'est une des premières choses qu'on perd avec l'âge, paraît-il. Et c'est peut-être pour ça qu'on y tient davantage. Le violoncelle était sur son chevalet, dans le coin. Je me suis levé et je me suis approché. Il était à peu près aux 2/3 de sa fabrication. La table d'harmonie en épicéa était collée au fond en érable ondé. Un érable que j'avais sélectionné il y a 2 ans dans un lot provenant de Bosnie, avec ses vagues dans la fibre qui font que le bois paraît vivant selon la lumière. Le vernis n'avait pas encore été posé. La forme était là, l'instrument existait déjà dans le bois, mais il n'avait pas encore sa voix. Les 2 femmes avaient pris leur selfie contre lui sans savoir ce que c'était. Un instrument de musique pour elle, ou pas même ça. Un accessoire de décoration dans un atelier pittoresque d'un vieux bonhomme qui allait bientôt partir. J'ai posé ma main sur la table d'harmonie. Le bois était frais et légèrement rugueux sous mes doigts. Il faudrait encore plusieurs passes de papier de verre avant le vernis. C'est là que la porte de l'atelier s'est ouverte. Gaspard. Il était seul. Il avait laissé sa veste quelque part et retroussé les manches de sa chemise. Un geste qu'il fait quand il passe en mode conversation sérieuse. Je l'ai vu faire ça des centaines de fois dans sa vie. La première fois que j'ai remarqué ce tic, il avait peut-être 12 ans et il voulait me convaincre d'acheter un chien. Il a refermé la porte derrière lui. « Papa, on a besoin de parler. Je t'écoute. » Il a regardé autour de lui, l'atelier, les outils, le violoncelle, avec cet air d'un homme qui entre dans un territoire dont il ne comprend pas tout à fait les règles. Ce que j'ai fait, je sais que ça n'a pas l'air bien. La façon dont c'est présenté. Je voulais dire que le fond, c'est que tu as signé un compromis de vente sur ma propriété sans me le dire et sans en avoir le droit. La procuration ne couvre pas ça et tu le sais. Il a serré les mâchoires. Un autre tic que je connais. Tu ne pouvais pas continuer à vivre seul ici, papa. Tu as fait un arrêt cardiaque. Seul, dans cette maison, à 20 minutes du premier médecin. Il y a un défibrillateur à la mairie du village depuis l'an dernier. René habite à 400 mètres, et j'ai un téléphone. René a 65 ans et j'en ai 77, et je suis encore capable de décider où je vis. Papa. La voix de Gaspard. Elle s'est élevée d'un coup, cette voix d'homme de 52 ans qui essaie depuis des années de faire entrer le monde dans des tableaux Excel et qui n'y arrive pas toujours. J'ai eu peur, d'accord ? J'ai eu peur quand on m'a appelé pour me dire que tu étais par terre dans ta cuisine. J'ai eu peur quand le cardiologue m'a montré tes résultats et m'a parlé de récidive possible. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Que je rentre chez moi et que j'attende le prochain coup de téléphone ? Je l'ai regardé. C'était vrai, ça. La peur de Gaspard était réelle. Je ne le niais pas. Mais entre la peur et ce qu'il avait fait, il y avait un pas. Un pas énorme qui s'appelle « décider à la place de quelqu'un d'autre ». Ce que je voulais que tu fasses, ai-je dit, c'est que tu me poses la question. Tu aurais dit non. Bien sûr que j'aurais dit non, exactement. C'est mon droit. Silence. C'est mon droit de dire non. C'est ma maison. C'est ma vie. C'est ma décision de savoir
Où et comment je veux finir mes jours. Et si j'avais dit non, ton rôle, en tant que fils, n'était pas de passer outre, c'était d'accepter. Gaspard a passé sa main sur son visage. Ce geste-là, je ne l'avais pas vu depuis longtemps, depuis son adolescence, peut-être. Un geste de quelqu'un qui est perdu. Il y a les dettes, ai-je dit doucement. Il n'a pas sursauté, il a juste fermé les yeux une seconde. Solène t'a dit, peu importe qui m'a dit, il y a les dettes et cette maison tu la voyais comme une solution rapide. C'est plus compliqué que ça. Ça l'est toujours. Mon associé a détourné des fonds que nous avions garantis personnellement. Je dois rembourser sous 90 jours ou le cabinet tombe. Tout tombe. Ma maison à Lyon est déjà en garantie. Il a dit ça simplement, sans drama, avec la voix plate de quelqu'un qui a répété cette phrase tellement de fois dans sa tête qu'elle a perdu une partie de son poids. Combien ? 240 000 €. J'ai réfléchi. Et tu allais vendre ma maison 700 000 pour rembourser 240 000. Il y avait aussi l'idée que tu irais en résidence assistée, avec une belle résidence bien équipée. Il y en a une formidable à Périgueux, avec un jardin, des activités. Gaspard. Papa. Regarde-moi. Il m'a regardé. Est-ce que tu m'as demandé si je voulais aller dans une résidence ? Long silence. Non. Est-ce que tu m'as demandé si j'avais moi-même les moyens de t'aider pour tes dettes ? Il a froncé les sourcils. Tu n'as pas à... Est-ce que tu m'as demandé ? Non. Est-ce que tu m'as demandé quoi que ce soit ? Il n'a pas répondu. La réponse était dans son silence. J'ai marché vers mon établi. J'ai pris la jauge d'épaisseur que l'inconnu avait laissée en équilibre sur le bord. Je l'ai replacée dans son logement, dans le tiroir, à sa place exacte. J'ai refermé le tiroir. Voilà ce qui va se passer, ai-je dit sans me retourner. Ce soir, tu dis à tes invités que la fête est terminée. Poliment, sans scandale, tu leur demandes de nettoyer ce qu'ils ont sali et de partir. Monsieur Armand recevra un courrier de mon notaire la semaine prochaine pour annuler le compromis. Et toi et moi nous parlerons de tes dettes, vraiment parler, assis l'un en face de l'autre, avec les chiffres sur la table. Papa. Mais ce soir, les gens partent. J'ai entendu Gaspard reprendre son souffle derrière moi. Et si je refuse ? Je me suis retourné. Il me regardait avec quelque chose dans les yeux que je n'avais pas vu depuis longtemps. Pas de la colère. Quelque chose de plus fragile. Tu ne refuseras pas, ai-je dit. Pas comme une menace. Comme une évidence. Il est resté encore un moment dans l'embrasure. Puis il est sorti. J'ai attendu quelques minutes dans l'atelier. J'écoutais les bruits de la maison. Les voix qui continuaient dehors, le bruit des verres, la musique basse que quelqu'un avait mise sur une enceinte. Et puis, lentement, j'ai entendu le ton changer. La voix de Gaspard dehors qui annonçait quelque chose à l'assistance. Un murmure de surprise. Des questions auxquelles il répondait brièvement. J'ai pris le violoncelle inachevé et je l'ai examiné à la lumière de la fenêtre. La table d'harmonie avait une légère irrégularité près du coin inférieur droit. Quelque chose que je savais depuis le début, que j'avais décidé de corriger lors de la session de finition. Une imperfection minuscule, invisible à l'œil non averti, qui n'affecterait pas le son mais que je saurais toujours là. Les luthiers font ça parfois. On laisse une petite imperfection délibérée, ou on en accepte une inévitable, parce que la perfection absolue n'existe pas dans le bois vivant. Le bois bouge, le bois respire, le bois a ses propres idées sur ce qu'il veut devenir. Notre travail, c'est de l'accompagner, pas de le soumettre. J'ai reposé le violoncelle sur le chevalet. La porte de l'atelier s'est entr'ouverte une nouvelle fois. Pas Gaspard. C'était Solène. Elle a passé la tête, prudemment. « Grand-père, tu vas bien ? » Entre. Elle est entrée et a refermé la porte. Elle avait enlevé ses chaussures à talons quelque part. Elle était en chaussettes, ce qui lui donnait sa vraie taille, petite, et sa vraie démarche, légère.
Il leur dit de partir, a-t-elle dit. Je l'ai entendu. Je sais. Il est en colère. Je sais ça aussi. Elle a regardé le violoncelle. Tu vas le finir? C'est prévu pour Pâques. Pâques, c'est dans 3 semaines. J'ai travaillé dans des délais plus serrés. Un petit sourire, rapide, presque involontaire. Il va revenir, grand-père. Il va trouver un autre plan. Probablement. Tu n'as pas peur. J'ai réfléchi à la question, vraiment réfléchi, pas juste répondu. Non, pas de la façon dont tu le demandes. Gaspard peut avoir beaucoup d'idées sur ce que je devrais faire de ma vie, ça ne veut pas dire qu'il a raison. Mais ces dettes sont réelles et on en parlera. Mais ces dettes ne lui donnent pas le droit de disposer de ma maison. Solène s'est assise sur le bord d'un tabouret, les mains entre les genoux. Tu sais ce qui m'a fait vraiment peur, a-t-elle dit. Pas la fête, pas même le compromis de vente. Quoi? Quand il m'a montré les brochures de la résidence. Il y avait une photo d'une salle de loisirs avec des gens qui faisaient des puzzles autour d'une table. Et il a dit, avec cette voix qu'il a, cette voix patiente, tu vois, il a dit, Papy sera bien, il se fera des amis, il aura des activités. Elle a levé les yeux vers moi. Des activités. Il t'imaginait en train de faire des puzzles. Je n'ai rien dit. Alors j'ai compris qu'il ne te voyait plus vraiment. Il voyait un problème à résoudre, une case à cocher. Papa pris en charge. Oui, cette gamine. Solène. Quoi? Tu resteras dormir ce soir? Elle a souri. Vraiment souri cette fois. Je t'ai préparé ta chambre avant que tout le monde arrive. J'ai changé les draps. J'ai hoché la tête. Bien, dehors, les bruits de la fête continuaient de baisser. Des voix qui disaient au revoir, des portières de voitures. Le gravier du chemin sous des pas nombreux. La machine avait été mise en marche par Gaspard et elle se déroulait maintenant dans le sens inverse, avec la même efficacité logistique, mais une atmosphère très différente. J'ai pris un ciseau à bois dans le tiroir. Pas pour travailler. Mes mains n'étaient pas en état ce soir, juste pour le tenir. Pour sentir le manche en buis lisse et froid dans ma paume, le métal qui commence là où le bois s'arrête. Un outil honnête. Un outil qui fait ce qu'on lui demande, ni plus ni moins, et qui laisse des traces durables dans ce qu'il touche. Vers 19 heures, j'ai entendu la dernière voiture partir dans le chemin. Le silence qui a suivi, le vrai silence de la propriété, celui qu'on n'entend qu'ici, avec les oiseaux du soir et le vent dans les chênes. Ce silence avait quelque chose de physique, comme quand on enlève un poids qu'on portait si longtemps qu'on avait oublié qu'on le portait. Je suis sorti de l'atelier. Le jardin était vide maintenant, mais pas propre. Les tables du traiteur étaient encore là, avec leurs nappes froissées et leurs plateaux à moitié vides. Des serviettes en papier traînaient sur la pelouse. Un verre avait été oublié au pied du vieux prunier, dans l'herbe. Gaspard était assis seul sur les marches de la terrasse. La veste remise, mais les épaules basses. Nathalie n'était plus là. J'allais apprendre plus tard qu'elle était rentrée à Lyon avec Théodore, qui était venu sans que je le voie vraiment. Il m'a regardé approcher. Les invités de la société de traiteurs reviennent demain matin pour récupérer leur matériel, a-t-il dit. Bien. Je vais nettoyer ce qu'il reste ce soir. J'ai regardé les tables, les verres, les débris de la fête. Solène va t'aider. Il a hoché la tête. Puis après un moment, « Je ne voulais pas te nuire, papa. Je sais, vraiment. Je sais ce que tu voulais. » Le soir tombait sur le jardin. La lumière de Mars, dorée et horizontale, rasait les terrasses et allumait les couleurs dans le bois des volets, dans la pierre des murs. Je me suis souvenu d'une soirée comme celle-là il y a longtemps. Gaspard avait peut-être 8 ans. Hélène et moi étions assis exactement là, sur ces marches, et lui jouait du violon dans le jardin, des gammes, inlassablement, parce que son professeur lui avait dit de pratiquer les gammes. Il jouait mal à l'époque, et il s'en rendait compte,
et ça le mettait en colère contre lui-même, et cette colère faisait partie de ce qui le poussait à recommencer. Ce garçon qui s'imposait des standards impossibles, qui préférait ne pas jouer plutôt que jouer imparfaitement, qui avait rangé le violon à 18 ans parce qu'il avait compris qu'il ne serait jamais le meilleur. Ce garçon était devenu un homme qui gérait des flux logistiques et qui avait du mal avec les choses qu'on ne peut pas optimiser. Les choses comme le vieillissement d'un père, comme l'amour, comme une maison en pierre du XVIIe siècle avec des volets vert foncé qui vaut plus que son prix au mètre carré. Gaspard. Oui. La semaine prochaine. Tu viens avec tes chiffres, tes vrais chiffres, et on regarde ce qu'on peut faire. Il m'a regardé. Tu veux dire que tu... Je veux dire qu'on va parler. C'est tout ce que je veux dire pour l'instant. Il a baissé les yeux. D'accord. J'ai laissé Gaspard sur les marches et je suis rentré dans la maison. Dans le couloir, j'ai croisé Solène qui portait un sac poubelle et une paire de gants en caoutchouc. Elle m'a regardé et elle m'a demandé sans parler, juste avec ses yeux, « Ça va ?» J'ai hoché la tête. Elle a continué vers le jardin. Dans la cuisine, j'ai retrouvé ma cafetière. Le café était dans le 4e tiroir du bas. Solène, j'imagine, qu'il avait mis là pour le préserver du brassage général. J'ai fait du café, vrai café, long, dans ma cafetière à piston que j'ai depuis 15 ans. Je me suis assis avec ma tasse sur le banc près de la fenêtre. Le jardin, dans la lumière du soir. Gaspard qui commençait à ramasser les débris sur la pelouse, seul. Puis Solène qui sortait et le rejoignait. Ils ne se parlaient pas, ou ils parlaient peu, mais ils travaillaient côte à côte dans le même mouvement. J'ai bu mon café. Il y avait quelque chose d'inachevé, je le sentais. Pas dans le jardin, pas dans la conversation avec Gaspard. Quelque chose d'autre. Une question que je n'avais pas encore eu le courage de me poser entièrement. Gaspard avait signé un compromis de vente, un document légal, même si établi sur une fausse base. Il y avait un acheteur, il y avait un notaire quelque part qui avait reçu ce papier. Il y avait des délais, des clauses, peut-être des pénalités de désistement. Je n'avais pas tout réglé ce soir. J'avais renvoyé les gens. J'avais dit à Gaspard ce que je pensais. Mais le problème, lui, était toujours là, sous la surface. Dans les documents signés, dans les dettes réelles, dans le fait que mon fils que j'aimais, que je reconnaissais dans ses défauts, autant que dans ses qualités, avait été capable de faire ça, pas par malveillance. C'était ça le plus douloureux peut-être. Il l'avait fait par amour. Un amour maladroit, autoritaire, aveugle à ce que je suis vraiment. Mais de l'amour quand même, à sa façon. Comment on fait avec ça? J'ai fini mon café. Dehors, dans la lumière déclinante, Solène ramassait les serviettes en papier éparpillées dans l'herbe, une par une, avec la patience de quelqu'un qui a appris que les petites choses méritent d'être bien faites. Et Gaspard, à quelques mètres d'elle, pliait les nappes blanches en silence. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi, pas à cause du bruit. La maison était silencieuse, enfin. Solène dormait dans la chambre du fond, celle qui a toujours été sa chambre depuis qu'elle est petite, avec le plafond en poutres apparentes et la fenêtre qui donne sur le verger. Gaspard avait dormi dans la chambre d'amis, ou peut-être qu'il était rentré à Lyon en voiture, je n'en sais rien. Je n'avais pas vérifié, je restais allongé dans mon lit et j'écoutais la maison. Une vieille maison en pierre, ça parle la nuit. Des craquements dans les poutres, des souffles dans les joints des fenêtres, des sons qui viennent de nulle part et de partout à la fois. Hélène avait peur de ces bruits, au début. Elle s'était habituée après quelques années, au point de ne plus les entendre. Moi, je les ai toujours entendus. C'est le bois qui travaille. C'est la maison qui respire. C'est la preuve qu'elle est vivante. Je pensais à Gaspard. Je pensais à la façon dont il avait regardé le jardin depuis les marches, pas avec la fierté d'un fils qui regarde la maison de son père, mais avec l'œil d'un homme qui calcule, qui voit des mètres carrés, un prix au mètre,
une transaction possible. Est-ce que c'était entièrement sa faute? Est-ce que c'était la façon dont le monde lui avait appris à regarder les choses? Ou est-ce que j'avais raté quelque chose à un moment dans la façon dont je l'avais élevé? Ces questions-là, on se les pose à 77 ans. On ne les posait pas à 40. À 40, on est trop occupé à vivre pour regarder derrière soi. À 4 heures du matin, j'ai renoncé au sommeil. Je me suis habillé, lentement, parce que mes gestes du matin sont toujours plus lents que mes gestes du soir, depuis quelques années. J'ai mis ma vieille veste en laine et je suis sorti dans le jardin. L'air de mars, la nuit, c'est quelque chose. Froid, net, avec une odeur de terre qui prépare quelque chose. Le ciel était dégagé et les étoiles avaient cette netteté qu'on ne voit qu'à la campagne, loin des lumières des villes. Le jardin avait retrouvé son silence et presque son aspect normal. Gaspard et Solène avaient bien travaillé la veille. Les tables du traiteur étaient encore là, vides et pliées, mais la pelouse était propre. Je me suis assis sur le muret en pierre qui borde la terrasse supérieure. J'ai pensé à Hélène. Quand elle est morte, les gens me disaient, les gens disent toujours des choses, même bien intentionnées, que le temps arrangerait les choses, que la douleur s'effacerait. Elle ne s'est pas effacée, elle a changé de forme. Elle est devenue quelque chose de plus supportable, de plus intégré, mais elle est toujours là. Comme un accord de basse sous une mélodie, on ne l'entend pas toujours, mais il donne sa couleur à tout le reste. Hélène aurait su quoi faire avec Gaspard. Elle avait cette capacité, que je n'ai pas, que je n'ai jamais vraiment eue, de parler aux gens à l'endroit exact où ils avaient mal. Pas autour, pas à côté, à l'endroit juste. Moi, je parle avec mes mains. Avec le bois, avec les instruments. J'ai regardé la fenêtre de l'atelier dans l'obscurité et j'ai pris une décision. Le lendemain matin, je me suis levé à 7 heures. Solène dormait encore. J'ai fait du café, j'ai mangé 2 tartines avec le beurre que René m'avait laissé dans le réfrigérateur. Il avait pensé à ça, René, à me laisser quelque chose à manger pour mon retour, sans me le dire, sans en faire un événement. Et je suis allé dans l'atelier. Gaspard est arrivé vers 9 heures. Il était encore là. Il avait dormi dans la chambre d'amis, finalement. Il m'a trouvé à l'établi, en train de travailler sur le violoncelle. Mes mains n'étaient pas encore à leur meilleur. Elles mettent du temps à retrouver leur précision après une période de repos forcé, mais je faisais des choses légères, du papier de verre fin sur la volute, un travail de patience. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte sans entrer. « Je peux venir ? Assieds-toi. » Il a pris le tabouret dans le coin, le vieux tabouret en bois où Solène s'asseyait enfant, et il s'est assis. Je n'ai pas arrêté de travailler. Gaspard le sait depuis longtemps. Dans l'atelier, les conversations se font pendant le travail ou pas du tout. « J'ai appelé mon notaire ce matin, a-t-il dit, pour le compromis. Et il confirme ce que tu as dit. La procuration ne couvrait pas la vente immobilière. Le compromis peut être annulé sans pénalité sur ta demande. Bien. Armand va être mécontent. C'est son problème. Silence. Le bruit régulier du papier de verre sur le bois. 240 000 €, ai-je dit sans lever les yeux. C'est le chiffre exact? 238 000, j'ai arrondi. D'ici quand? Le 19 avril, cette semaine. J'ai posé le papier de verre, j'ai pris la volute entre mes doigts et je l'ai examiné à contre-jour. J'ai des économies, Gaspard. Papa, je ne veux pas. Je n'ai pas fini, il s'est tu. J'ai des économies. Pas le chiffre entier, mais une partie. Et j'ai un violoncelle qui, une fois terminé, a une valeur de marché. J'en ai aussi 2 autres en cours de commande et des instruments à restaurer qui m'ont été confiés et qui dorment dans la salle du fond depuis mon hospitalisation. Il y a du travail, donc il y a de l'argent à venir. Tu ne peux pas travailler à ce rythme pour... Je travaille au rythme que mes mains m'autorisent. Ce n'est pas ton affaire. Il a ouvert la bouche et il l'a refermée. Ce que je te propose, et c'est une proposition, pas une obligation, c'est une avance sur héritage. Une somme que je te verse maintenant.
que tu rembourses à ton cabinet et que tu me rembourses à toi sur les années à venir selon tes capacités, sans intérêt, avec un document chez le notaire parce que les choses doivent être claires entre nous maintenant. Gaspard me regardait. Pourquoi tu ferais ça? J'ai reposé la volute sur l'établi, parce que tu es mon fils, et parce que tes dettes sont réelles et que je peux t'aider. Mais pas comme tu as essayé de le faire, pas en décidant à ma place, en te demandant. Il a baissé la tête. Tu aurais dit oui, si je t'avais demandé directement? Je ne sais pas. Peut-être pas immédiatement. J'aurais posé des questions, j'aurais voulu comprendre, j'aurais peut-être eu besoin de temps. Et si tu avais dit non au final? Alors j'aurais dit non, et tu aurais dû trouver une autre solution. Ce n'est pas si simple. Non, ça ne l'est pas. C'est pour ça qu'on parle. Le soleil de mars entrait par la fenêtre de l'atelier et posait un rectangle de lumière jaune pâle sur le plancher. Dans ce rectangle, la poussière de bois flottait en suspension, ces particules légères et infinies qui sont l'odeur de l'atelier rendue visible. Papa. Sa voix avait changé. Quelque chose dedans s'était déposé. Je suis désolé. Pour hier. Pour tout ça. Je l'ai regardé. Mon fils. 52 ans. Des fils gris aux tempes que je n'avais pas remarqué la veille. Une fatigue dans le visage que je reconnaissais parce que je l'avais vu dans mes propres miroirs à des moments difficiles. Je sais, ai-je dit. Ce n'était pas « ça ne fait rien ». Ce n'était pas « j'oublie ». C'était juste « je sais, je t'entends ». Parfois c'est suffisant. On a parlé encore 1 heure, dans l'atelier. Les vrais chiffres, les vrais délais, les vraies options. Pas un discours, pas une mise en scène. 2 hommes assis, l'un qui travaille et l'autre qui parle, et les rôles qui changent parfois. À un moment, Gaspard a regardé le violoncelle. « Tu te souviens que tu m'avais appris à tenir un archet? Tu avais 7 ans. J'étais nul. Tu étais débutant, c'est différent. J'aurais dû continuer. Je n'ai rien dit. Ce n'était pas le moment de dire oui ou non. C'était le moment de laisser la phrase exister. Je ne comprends pas comment tu fais ça, a-t-il dit en regardant le violoncelle. Comment tu sais ce que le bois va donner comme son avant de l'avoir terminé? Ça s'apprend. Non, je veux dire, vraiment. Comment tu entends quelque chose qui n'existe pas encore? J'ai réfléchi à la question. Je ne l'avais pas formulée comme ça, même pour moi. Le son est déjà dans le bois, ai-je dit enfin. Il est là depuis que l'arbre a poussé. Mon travail, c'est juste d'enlever ce qui l'empêche de sortir. Gaspard a regardé le violoncelle encore un moment, puis il m'a regardé. Je crois que je n'ai jamais compris ce que tu faisais. Vraiment compris. Non. C'est ma faute? C'est comme ça. Certains comprennent, certains pas. Solène comprend. Il a eu un mouvement, pas tout à fait une grimace, pas tout à fait un sourire. Je sais. Elle a du talent, Gaspard. Elle a ta sensibilité. Elle a la sienne propre. Ne confonds pas. Il a hoché la tête, lentement, comme quelqu'un qui enregistre quelque chose qu'il aurait dû savoir depuis longtemps. Solène est entrée dans l'atelier vers 10h30 avec 2 tasses de café. Elle nous a regardés tous les deux, son père sur le tabouret, moi à l'établi, et elle a posé les tasses sans rien dire, avec ce sens du moment qu'elle a toujours eu. « Je peux rester ?»« Assieds-toi » a dit Gaspard. Elle a pris place sur le rebord de la fenêtre, les genoux remontés, les 2 mains autour de sa tasse. Elle nous observait avec cet air attentif qui est sa façon d'être dans le monde, présente sans s'imposer. On a bu notre café. Le traiteur est venu récupérer son matériel vers 11h. 2 hommes efficaces qui ont plié, chargé, emporté, et la pelouse a retrouvé son rectangle de ciel. Vers midi, Gaspard a dit qu'il rentrait à Lyon. Il avait des appels à passer, des choses à régler. Il s'est levé, il a remis sa veste, il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte de l'atelier. « Je reviendrai le week-end prochain, si c'est d'accord. »« C'est d'accord. »
avec les documents. Bien. Il a regardé une dernière fois le violoncelle. Tu me le feras entendre quand il sera fini. Je l'ai regardé. Oui, il est parti. J'ai écouté sa voiture démarrer dans le chemin, puis le bruit du moteur qui s'éloigne, puis le silence. Solène s'est glissée de la fenêtre et elle est venue s'asseoir sur le tabouret que son père venait de quitter. Elle a regardé mes mains qui avaient repris le papier de verre. Il a pleuré, tu sais, a-t-elle dit. Quand? Hier soir, en nettoyant le jardin. Il pensait que je ne voyais pas. Je sais. Tu savais. Je devinais. Elle a réfléchi à ça. Tu n'es pas en colère contre lui? Si. Mais on peut être en colère contre quelqu'un et l'aimer quand même. C'est même souvent les deux à la fois, avec les gens qui comptent. Elle a regardé le violoncelle. Grand-père, est-ce que je peux essayer? Tes mains sont propres? Elle a tendu ses mains, grandes pour sa taille, les doigts longs, avec ses callosités au bout du majeur, de l'index et de l'annulaire de la main gauche qui disent des heures et des heures de travail. Il n'a pas d'archet prêt, ai-je dit. Pas encore. Et il n'est pas verni. Je sais. Juste le tenir. Je lui ai tendu l'instrument. Elle l'a pris avec les deux mains, avec ce geste précautionneux de quelqu'un qui sait ce qu'elle tient. Elle l'a positionné entre ses genoux, comme on tient un violoncelle, et elle a posé la main gauche sur le manche. Pas de son. Juste la posture. Juste le contact. Il est beau. Il sera beau. Il n'est pas fini. L'érable ondé, là, tu vois comment il change de couleur selon l'angle? C'est pour ça que je l'ai choisi. Elle a tourné légèrement l'instrument dans la lumière, regardant les vagues dans le bois changer, apparaître et disparaître. C'est pour qui? Un musicien de Toulouse. Il a commandé ça il y a 2 ans. Il a été patient. Il s'appelle comment? Éric Salvat. Premier violoncelle dans un orchestre de chambre. Un homme bien. Il sait que tu as été malade? Je lui ai écrit depuis la clinique. Il a répondu qu'il attendrait autant qu'il le faudrait. Solène a hoché la tête. Elle a rendu l'instrument avec les 2 mains, comme elle l'avait pris. Grand-père. Quoi? Tu m'apprendras? Vraiment apprendre, pas juste regarder. La lutherie, je veux dire. Pas pour en faire mon métier nécessairement. Juste pour savoir. Pour comprendre d'où vient le son. Je l'ai regardé. 21 ans. Des mains faites pour ça. Une patience que peu de gens ont à cet âge. Et cette question, pas « est-ce que tu peux ?» pas « est-ce que tu veux bien ?» mais « tu m'apprendras ?» Une affirmation déguisée en question. Elle tient ça de sa mère probablement, ou peut-être d'Hélène. « Oui, ai-je dit, je t'apprendrai. » Elle a souri. Les jours qui ont suivi ont eu la texture particulière des débuts de printemps en Dordogne. Une lumière changeante, des matins froids et des après-midi doux, des odeurs de terre retournée et de bois mouillé. Je me levais tôt, je travaillais dans l'atelier quelques heures, je me reposais l'après-midi comme le médecin l'avait recommandé, je retournais à l'atelier en fin de journée. Mes mains récupéraient, pas à la vitesse d'avant, peut-être jamais à la vitesse d'avant. Mais elles revenaient, la sensibilité dans les doigts, la précision dans les gestes, cette capacité à sentir à travers le bois comme si le bois parlait directement à la peau. Ça ne s'explique pas vraiment, cette chose-là. Les luthiers qui essayent de l'expliquer finissent toujours par avoir l'air mystique ou prétentieux. C'est juste de l'expérience accumulée dans les mains. 40 ans de conversation muette avec le bois. J'ai appelé mon notaire le jeudi, Maître Fontenot, un homme de 60 ans, sérieux et méthodique, à qui je fais confiance depuis 25 ans. Je lui ai expliqué la situation. Il a écouté sans m'interrompre, ce que j'appréciais. Puis il a dit, avec sa voix toujours un peu trop posée, « Le compromis est effectivement invalide sur la base de la procuration, mais il y aura peut-être des discussions avec l'acheteur. Certains ne renoncent pas facilement. Je sais. Souhaitez-vous que j'envoie la mise en demeure directement? Oui,
Et préparez aussi un document pour une avance sur succession à mon fils. Je vous expliquerai les détails samedi. Bien. Et pour la procuration, monsieur Tailleur, vous souhaitez la révoquer complètement? J'ai réfléchi. Révocation complète, oui. Pas de colère dans cette décision, juste de la clarté. La procuration avait été donnée dans un moment de confiance, et cette confiance avait été mal utilisée. On ne remet pas les mêmes outils dans des mains qui les ont mal tenus, pas sans garantie supplémentaire, en tout cas. Solène est restée 4 jours. Le matin du 3e jour, elle s'est installée sur le tabouret dans l'atelier et j'ai commencé à lui montrer. Pas les gestes complexes, la sélection du bois, les principes acoustiques, pourquoi telle épaisseur de table donne tel timbre. Elle posait des questions précises. Elle prenait des notes dans un petit carnet à couverture noire qu'elle avait sorti de son sac à dos. « Tu savais qu'on peut entendre si un violon est bien fait ?» a-t-elle dit à un moment, en frappant doucement du doigt sur la table d'harmonie du violoncelle. « Comment ça ? J'ai lu ça quelque part, que les luthiers testent le bois en tapant dessus et en écoutant la résonance. Donne-moi ta main. » Je lui ai pris la main, sa main droite, l'index tendu, et je lui ai guidé le geste. Un petit coup sec, précis sur le centre de la table. « Tu entends ? » Elle a fermé les yeux pour mieux écouter. La maison fait ça aux gens parfois. Elle les force à ralentir, à fermer les yeux, à écouter des choses qu'on n'entend pas dans le bruit ordinaire de la vie. « Oui, » a-t-elle dit doucement. « Qu'est-ce que tu entends ? » Un son chaud, profond, mais pas sourd. Ce que tu viens d'entendre, c'est la voix de cet instrument avant qu'il ait une voix. C'est son potentiel. Elle a ouvert les yeux. C'est comme ça que tu sais si un morceau de bois va devenir quelque chose. C'est une des façons. Elle a regardé ses doigts, puis le bois. « Ça m'émeut », a-t-elle dit. Je ne sais pas pourquoi. Parce que le bois était un arbre, et l'arbre va devenir une voix. C'est toujours émouvant, les transformations. Le samedi, Gaspard est revenu comme promis. Avec les documents, avec les vrais chiffres, avec ce visage de quelqu'un qui a dormi et réfléchi. Il portait un pull à la place de sa veste habituelle, un pull bordeaux que je ne lui connaissais pas, quelque chose d'un peu moins cuirassé. On a passé la matinée avec Maître Fontenot qui était venu à la maison. Il fait ça encore, les visites à domicile, c'est rare pour un notaire de sa génération, et je lui en suis reconnaissant. On a étalé les papiers sur la table de la cuisine. Les chiffres de Gaspard, mes comptes, les conditions d'un prêt familial. Solène avait fait du café et de la soupe, et elle était restée dans l'atelier pour nous laisser travailler. Ce n'était pas une réconciliation de roman, ce n'était pas un moment où tous les angles s'arrondissent et où la lumière entre dans les fissures. C'était une table de cuisine, des papiers, un notaire aux lunettes rondes et 2 hommes qui apprenaient à se parler autrement qu'ils n'avaient l'habitude. C'était suffisant. Gaspard est parti en milieu d'après-midi. À la porte, il a regardé la façade de la maison, les pierres, les volets vert foncé, la vigne vierge qui commençait à montrer ses premiers bourgeons. « Elle est belle », a-t-il dit. « Oui. Je crois que je n'avais pas vraiment regardé depuis longtemps. Les choses qu'on a toujours connues, on finit par ne plus les voir. » Il a hoché la tête. « Le week-end prochain, » a-t-il dit. Pas comme une question, mais pas tout à fait comme une certitude non plus. Il y aura de la soupe, un sourire, bref, un peu tordu, mais réel. À bientôt, papa. À bientôt. Solène est rentrée à Bordeaux le lendemain matin. Elle avait ses cours, ses obligations. Elle fait une licence de musicologie avec des cours d'instruments en parallèle. Avant de partir, elle est revenue une dernière fois dans l'atelier. Pâques, c'est dans 2 semaines et quelques jours, a-t-elle dit en regardant le violoncelle. Je sais compter. Tu vas y arriver? J'ai terminé des instruments dans des conditions bien plus difficiles. Je pourrais revenir pour Pâques, pour voir Éric Salva récupérer l'instrument. Si tu veux, je veux. Elle a pris son sac. Elle m'a serré dans ses bras,
Longuement ce genre d'étreinte qu'on ne se donne pas quand on est pressé ou distrait, mais quand on a le temps et l'intention. Je t'aime, grand-père. Je t'aime aussi. Elle est partie. Et je me suis retrouvé seul dans ma maison, seul comme j'aime être seul. Pas d'une solitude vide, mais d'une solitude pleine, celle qui a des couleurs et des textures et qui vous appartient entièrement. Les 2 semaines qui ont suivi ont été parmi les plus belles de ma vie récente, et c'est une chose étrange à dire après ce que j'avais vécu. Mais c'est comme ça. Il y a des périodes où l'essentiel se révèle clairement, sans brouillard, et ces 2 semaines ont été une de ces périodes. Je me levais à l'aube. Je faisais mon café. J'allais dans l'atelier. Le violoncelle avançait. Couche après couche de vernis, un vernis à l'huile que je prépare moi-même depuis 30 ans, avec une recette que j'ai mise au point au fil des essais et des erreurs, qui donne cette couleur ambrée légèrement rosée que j'aime sur l'érable ondé. Chaque couche demande à sécher avant d'en poser une autre. Entre chaque couche, je ponce à grains ultra fins. Ça prend du temps. Ça ne peut pas être précipité. René passait parfois, en fin d'après-midi. On buvait un café sur la terrasse en regardant le jardin. On ne parlait pas beaucoup. René est l'ami parfait pour ces moments. Il est là et sa présence suffit, et il n'y a aucune attente dans son silence. Un soir, il m'a dit « Je sais pas ce qui s'est passé ici l'autre jour, t'as pas à me le raconter, mais je suis content que tu sois rentré avant le prévu. Moi aussi. Ta maison t'attendait. Les maisons font ça. » Il a bu son café. Les bons instruments aussi, j'imagine. Je l'ai regardé. René n'a jamais joué d'un instrument de sa vie et ne s'y connaît pas plus qu'un peu en musique. Mais parfois, il dit des choses comme ça, des choses simples et justes qui arrivent à l'endroit exact. Oui, ai-je dit, les bons instruments aussi. La veille de Pâques, j'ai posé la dernière couche de vernis. Et le matin du jeudi saint, dans la lumière de l'atelier, j'ai monté les cordes. C'est le moment que j'attends depuis le début de chaque instrument. Celui où l'objet muet devient instrument de musique. Où toutes les décisions prises dans le bois, l'épaisseur de la table, la profondeur des éclisses, la courbure de la voûte, se traduisent enfin en son. J'ai accordé les cordes lentement. Les chevilles en palissandre tournaient doucement, sans forcer. La tension montait dans chaque corde progressivement. Puis j'ai pris l'archet. Il y a des gestes qu'on fait des milliers de fois et qui restent, chaque fois, un peu extraordinaires. Toucher les cordes d'un instrument qu'on vient de fabriquer pour la première fois. C'est comme allumer une lampe dans une pièce qu'on a construite dans l'obscurité. On sait ce qu'on a mis là, on a tout décidé, et pourtant le résultat vous surprend toujours. Le son du do grave, profond, chaud, avec cette légère rugosité dans l'attaque qui caractérise un instrument neuf. Il faudra des mois de jeu pour que les bois se mettent en vibration complète et que le son s'arrondisse. Mais le caractère était là. Ce violoncelle allait avoir une voix sombre et chaude, avec des harmoniques riches dans les cordes aiguës. J'ai joué quelques notes. Pas une mélodie, juste des notes séparées pour entendre chaque registre. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de faiblesse, de quelque chose d'autre. Cette chose qui arrive parfois quand on finit quelque chose qui comptait vraiment. Éric Salva est arrivé le vendredi saint, comme convenu, avec sa femme et leur fils de 12 ans. C'est un homme grand, aux cheveux courts grisonnants, avec des mains qui ressemblent aux miennes, pas identiques, mais du même ordre, des mains qui ont appris un instrument depuis l'enfance et qui portent cette histoire dans leurs articulations. Solène était là aussi, comme promis. Elle s'était installée dans le coin de l'atelier, sur son tabouret, avec son carnet. J'ai donné le violoncelle à Éric. Il l'a pris avec les 2 mains, comme on prend quelque chose de vivant. Il l'a examiné en silence. La table d'harmonie, le fond en érable, la volute, le vernis. Il a frappé doucement du doigt sur la table, exactement comme j'avais appris à Solène à le faire. Il a fermé les yeux pour écouter. Puis, il s'est assis sur le tabouret que je lui avais préparé, il a posé l'instrument,
et il a commencé à jouer. Je ne vais pas vous décrire ce que j'ai ressenti. Ce serait réducteur, et de toute façon, les mots que j'ai pour ce genre de choses sont insuffisants. Je vais juste vous dire ce que j'ai vu. J'ai vu le fils d'Eric, 12 ans, debout dans l'embrasure de la porte, ouvrir la bouche sans s'en rendre compte. J'ai vu la femme d'Eric poser sa main sur sa gorge. J'ai vu Solène refermer son carnet. Et j'ai vu, dans la résonance de ce bois que j'avais choisi il y a 2 ans en Bosnie, dans ces ondes qui se propageaient depuis la table d'harmonie jusqu'au mur en pierre de l'atelier, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à une conversation. Pas entre Eric et le violoncelle. Entre le bois et lui, oui, mais aussi entre ce moment et tous les moments précédents. Les arbres dans la forêt, les mains qui ont travaillé, les semaines en clinique, les guirlandes stupides dans mon salon, le café qui n'était plus dans le placard. Tout ça ensemble, en train de résonner. Eric a joué quelques minutes. Il s'est arrêté, a regardé l'instrument, puis m'a regardé. « Bastien, c'est le meilleur que tu m'aies fait. C'est le bois. » « Non, c'est toi. » Je n'ai pas répondu. On n'argumente pas avec les musiciens sur ces questions-là. Ils ont l'oreille pour ça, et moi j'ai les mains, et on se fait confiance mutuellement. Le déjeuner de Pâques a eu lieu sur la terrasse. Solène avait cuisiné. Un gigot d'agneau, des pommes de terre rôties, une salade du jardin avec les premières herbes de la saison. René était là, avec sa façon d'être présent sans prendre de place. Eric et sa famille. La table était petite, les gens étaient peu, et personne n'avait de guirlande lumineuse à proposer. C'était exactement ça. Après le café, quand Eric et sa famille sont partis avec le violoncelle dans sa housse, Solène et moi sommes restés assis sur la terrasse. Le soleil de fin d'après-midi faisait exactement ce qu'il fait à cette saison, cette lumière dorée, un peu triste dans sa beauté, qui dure juste assez longtemps pour qu'on comprenne qu'elle va finir. « Il y a une chose que tu m'as dite, grand-père, » a dit Solène. « Laquelle ? Quand tu parlais du bois, que ton travail c'est d'enlever ce qui empêche le son de sortir. Je m'en souviens. Je crois que c'est vrai pour les gens aussi, je l'ai regardé. Les gens portent leur voix en eux, et parfois ce sont les autres qui mettent trop de choses autour, et ça empêche le son de sortir. Papa fait ça. Il met des choses autour des gens pour mieux les gérer. Et ça étouffe la voix. C'est possible. Toi, tu ne fais pas ça. Je fais d'autres erreurs. Tout le monde, en fait. On a regardé le jardin en silence. « Est-ce que tu penses que papa va changer ?» a-t-elle demandé. J'ai réfléchi honnêtement. Je pense qu'il va essayer. Pour combien de temps et jusqu'où, je ne sais pas. Les gens changent rarement complètement, mais ils changent par petits endroits, parfois, si quelque chose les secoue assez fort. Il a eu peur de te perdre. Je sais. Et il ne savait pas quoi faire avec cette peur, alors il a agi. Oui, c'est souvent comme ça que les erreurs arrivent. Pas par malveillance, mais par peur et par incapacité à rester immobile devant quelque chose qu'on ne contrôle pas. Elle a réfléchi à ça un moment. Comment tu as appris à rester immobile? Je ne sais pas si j'ai vraiment appris. Je crois que c'est le bois qui me l'a montré. Le bois ne supporte pas qu'on force. Si tu forces, il se fend, il résiste, il donne un son faux. Il faut apprendre à l'accompagner. Et les gens, c'est pareil. Les gens, c'est plus compliqué. Mais le principe n'est pas si loin. Le soleil a continué sa descente derrière les chênes au fond du jardin. Je ne vous raconterai pas tout ce qui a suivi, parce que certaines choses appartiennent à la durée et non au récit. Gaspard est revenu les week-ends suivants. On a travaillé les chiffres avec Maître Fontenot. Les dettes ont été remboursées. Pas facilement, pas sans friction, mais elles ont été remboursées. La maison est restée à mon nom. Monsieur Armand, l'acheteur, a effectivement envoyé une lettre désagréable par l'intermédiaire de son avocat. Maître Fontenot a répondu avec la précision sèche qu'il réserve aux lettres désagréables. On n'a plus eu de nouvelles. Solène est revenue tout l'été. Elle a appris à sélectionner le bois, à utiliser les gouges, à écouter avec les mains.
Elle a encore beaucoup à apprendre, des années de travail si elle continue. Mais elle a ce qu'on ne peut pas enseigner, l'écoute, cette capacité à entendre ce que les choses veulent devenir. René continue de passer en fin d'après-midi. Le café est toujours dans le placard, au-dessus de l'évier, là où il doit être. Et moi, je suis là, dans mon atelier, avec mes mains qui sont revenues à leur précision, pas exactement la même qu'avant, mais proche, avec un nouveau morceau d'érable ondé qui attend sur l'étagère, sélectionné la semaine dernière dans un lot que j'ai commandé, avec une commande pour un alto, la première depuis mon retour. L'autre jour, j'ai frappé du doigt sur ce nouveau morceau d'érable, et j'ai entendu le son, ce son particulier, chaud et dense, qui dit « il y a quelque chose là-dedans », une voix qui attend. Voilà, c'est tout. Vous êtes resté avec moi jusqu'au bout, et je vous en suis reconnaissant. Ce n'est pas une histoire simple, et je ne suis pas sûr qu'elle mérite une grande morale. Les choses sont rarement aussi nettes que ça dans la vie réelle. Ce que je sais, c'est que ma maison est encore là, que mes mains travaillent encore, que ma petite fille s'assoit sur le tabouret dans mon atelier et apprend à écouter le bois, et que mon fils a sa façon maladroite et trop organisée, même. Parfois c'est suffisant, parfois c'est tout. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Si vous étiez rentré ce jour-là et trouvé 80 personnes chez vous, avec votre maison transformée en salle des ventes déguisée en fête de famille, dites-moi dans les commentaires. Votre regard sur tout ça m'intéresse vraiment.